Bonjour et bienvenue à tous dans cette critique d'AEW Dynamite, le show du 8 janvier 2020. Le deuxième show du côté de l'AEW, pas du côté d'NXT, je le rappelle. L'AEW a fait un show la semaine dernière qui était assez sympathique, même si pas trop fourni. Mais cette semaine, je vais vous parler de mon avis sur le show, les matchs, les segments et tout le tralala, comme vous connaissez d'habitude. Je vais un petit peu vous partager mon avis sur ce qui se passe, ce qui va se passer peut-être, éventuellement, ce qui devrait se passer selon moi. Et de toutes ces choses-là, je rappelle que ma critique est une critique personnelle. Donc du coup voilà, c'est que mon avis. Je vous invite à en faire de même d'ailleurs en commentaire et à me partager votre avis. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, toujours dans le plus grand des respects, on partage notre avis. Je sais que je suis un petit peu dithyrambique sur la W, mais voilà, ça n'évite pas une ouverture d'esprit quelconque. Excusez-moi pour cette petite toux, pardon. On commence le show avec un match par équipe. C'est Kenny Omega et Adam Page qui sont encore une fois associés pour affronter cette fois-ci la private party ou le private party. Un match remporté par Kenny Omega et Adam Page suite à une très belle combinaison du Buckshot Lariat, donc du coup voilà sa fameuse Lariat avec l'aide des cordes et un V-Trigger en même temps de Kenny Omega, et enchaîné ensuite avec un One Winged Angel, la finisher de Kenny Omega. Un match qui s'avérait super cool, même si pour moi Private Party c'est toujours un petit peu rookie, un petit peu green comme on pourrait dire. Voilà, ça a toujours été un très bon match. Encore une fois, on a Kenny Omega et Adam Page qui sont en équipe. Pourquoi pour créer encore une rivalité. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Mais voilà, ils sont encore une fois associés. Je suis un petit peu étonné, j'aurais bien aimé qu'on officialise un petit peu la tag team, parce que voilà, ça fait quand même plusieurs fois maintenant qu'ils sont associés tous les deux. Je trouve ça un petit peu étonnant, mais pourquoi pas. Ça s'avère que cette équipe, je l'aime beaucoup, hein, je l'ai déjà dit la première fois qu'ils ont été associés, mais les deux fonctionnent très bien ensemble, mais malheureusement c'est pas trop assumé, donc c'est un petit peu pour moi un non-dit un petit peu embêtant. Le match était très correct comme je l'ai dit. Je vous invite à aller voir ce match. Private Party était du coup un petit peu en dessous. Forcément quand on a Adam Page et Kenny Omega en face de soi, c'est un petit peu plus difficile. Mais voilà. Suite au match, Kenny Omega et Adam Page célèbrent tous les deux sur le ring leur victoire. Quand d'un seul coup on voit Pac en train de porter son brutalizer sur Nakazawa dans les vestiaires. Et du coup voilà, Kenny se dépêche d'aller le sauver. Et Adam Page lui dit dépêche-toi mon pote, vas-y. Voilà, c'est pas ça qui va forcément nous intéresser, ça continue la rivalité entre Pac et Kenny Omega, d'ailleurs on n'aura pas de suite à cette histoire dans cette soirée, mais surtout, là où je vais être un petit peu plus embêtant peut-être, on va dire, c'est sur ce qui se passe avec Adam Page juste après. Juste après, du coup, il sort du ring et il boit la bière d'un des fans qui était au premier rang. Jusque-là, vous allez me dire, c'est sympathique, c'est cool. Sauf qu'en fait, ça s'est pas arrêté là. Voilà, il est reparti dans la foule pour aller boire une autre bière et encore une autre bière et encore une autre bière. Et là, je me suis dit, oulala, c'est très gênant. Est-ce qu'ils sont en train de nous créer un personnage, ou en tout cas de nous créer une histoire autour d'Adam Page et de l'alcoolisme? Si c'est ça, c'est très gênant, et c'est même, je sais pas vraiment comment dire ça sans être vulgaire, mais disons que voilà, le catch et les pires choses qui ont été faites dans le catch ont déjà été faites autour de l'alcoolisme, des choses comme ça. Grosse pensée à Scott Hall qui a réussi à s'en sortir. Mais voilà, c'est des choses qui, pour moi, ne se font pas. C'est vraiment quelque chose de pas divertissant, en fait. Voilà, c'est pas amusant, c'est pas entertainment, voilà, c'est pas le divertissement. Et voilà, c'est quelque chose qui est plus grave que ça. Donc, pour l'instant, ils ont l'air d'un petit peu s'en moquer. Donc j'espère vraiment que c'est pas quelque chose qu'ils vont mettre en avant. Mais voilà, malheureusement, suite à ce segment d'après-match, bah, j'ai bien l'impression qu'ils partent sur ça, et ça me gêne beaucoup. Je vais pas forcément m'attarder plus que ça sur ça, parce que voilà, j'ai un petit peu dit ce que je voulais, j'ai pas envie d'en parler plus. Il y a Brandy Rhodes, la fameuse Brandy Rhodes, qui rejoint la table des commentateurs pour le match suivant. C'est un match pour le titre féminin de la AEW. Voilà, parce que Chris Statlander, si je le dis bien, avait eu une opportunité il y a quelques semaines, mais malheureusement elle a pas pu être là, pardon, au show précédent, le show de la semaine dernière. Donc du coup il y a eu un match à 4 pour le titre féminin. Kristen Felder du coup a quand même son opportunité cette semaine. Du coup elle affronte Rio dans un match qui s'avérait au début très sympathique.
Et puis après, il y a une intervention de Awesome Kong et la femme qui accompagne désormais Brandy Rhodes et Awesome Kong, qui est Mélanie Cruz. Du coup, voilà, les deux viennent au bord du ring pour un petit peu voir le match. Chris Statlander en profite pour un petit peu confronter le groupe. Et il me semble d'ailleurs qu'elle attaque même Mélanie Cruz et peut-être Awesome Kong d'ailleurs, jusqu'à l'arrivée d'un homme qui était en dessous du ring depuis je ne sais pas combien de temps, j'espère pas trop longtemps pour lui. Mais voilà, un homme qui sort de dessous le ring pour un petit peu divertir, pas du tout, pour distraire plutôt Chris Statlander. Voilà, ils en profitent un petit peu, c'est un petit peu la confusion générale, et le match continue après ensuite sur le ring pour enchaîner, et voilà, disons que Rio profite de cette distraction pour faire le tomber, même si apparemment c'est pas trop assumé, parce qu'après le match, Awesome Kong vient attaquer Chris Statlander et Rio, et les Faces réussissent à un petit peu s'en débarrasser grâce à l'intervention de Hikaru Shida qui était sur le bord du ring, pas de Britt Baker qui n'est pas venue alors qu'elle était sur le bord du ring également, mais voilà, il y a aussi d'ailleurs Big Swole qui est venu pour un petit peu faire le sauvetage. Donc voilà, les Faces réussissent à se débarrasser des heels qui partent, un nouveau membre dans le clan de Brandy Rhodes. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, c'est un petit peu bizarre ce qui se passe autour de ça. Mais voilà, mon avis concernant le match il était assez correct, même si je trouve que c'était un petit peu décousu suite à cette intervention des heels. Mais je me suis surtout dit, d'ailleurs pendant cette intervention des heels, que Rio, malheureusement, suite à son gabarit très très faible, on pourrait dire, bah ça impose pas des masses, voilà. Donc j'arrive pas à y croire, j'arrive toujours pas à y croire. Je la trouve pas impactante malheureusement dans ses coups. J'aimerais bien, hein, vraiment, j'aimerais vraiment y croire, mais malheureusement, c'est pas impactant. J'arrive pas à croire que la meuf puisse mettre à terre un gars du gabarit du mec d'ailleurs qui a rejoint le groupe. J'arrive pas à comprendre comment ce mec-là puisse tomber au sol alors qu'il y a une différence de gabarit tellement énorme qu'il fait à peu près 4 fois Rio et il arrive quand même à terre. J'arrive pas trop à comprendre, voilà. Mais le match était quand même sympathique, et voilà, Chris Statlander, apparemment c'est quand même un projet qui va intéresser les foules et qui va être important pour la suite de la division féminine. Voilà, pas grand chose à dire de plus. On a une petite vidéo sur Kip Sabian qui est bien mis en avant. J'aime beaucoup Kip Sabian, qui d'ailleurs est un petit peu associé au Hybrid 2, donc du coup Jack Evans et Angelico. Donc du coup voilà, c'est toujours sympa de le voir. Et c'est cool. Voilà. On a Christopher Daniels qui vient sur le ring avec la chanson du SCU. Il fait une petite promo en chauffant la foule, d'ailleurs en criant SCU plein de fois, parce que voilà, ça chauffe la foule. Et voilà, il prend un petit peu le micro et il se met un petit peu en avant. Jusqu'à l'arrivée de Sammy Guevara. Ce soir, ça va être un match Sammy Guevara contre Christopher Daniels, la jeunesse contre l'expérience, et un match que sur papier j'ai trouvé très très intéressant. Voilà, j'adore cette confrontation avec des catcheurs qui ont à peu près le même gabarit, mais qui n'ont pas du tout la même carrière. Donc du coup voilà, c'est un match très très sympathique, et venant des deux, c'est pas très étonnant, hein. Les deux sont très très performants sur un ring. Sammy Guevara apporte vraiment une sorte d'aériennité. Ça ne se dit pas, mais je le dis. Voilà, il apporte le peps. Voilà, le peps en plus que Christopher Daniels manque ces dernières années. C'est pas sa faute, hein, c'est son âge. Mais voilà, c'était très très cool. Ce qui m'a le plus étonné dans ce match, c'est pas le match en lui-même qui s'est avéré super sympa, avec une victoire de Sammy Guevara, voilà, je le dis comme ça. C'est surtout qu'il y a une distraction de Pentagon Junior. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vient foutre là? Personne ne sait. Est-ce que c'est pour continuer la rivalité qui s'est arrêtée entre Christopher Daniels et Pentagon Junior? Peut-être, mais alors, alors la mystère. Je ne sais pas d'où ça vient, pourquoi. Mais voilà, Pentagon Junior qui a distrait Christopher Daniels pour que Sammy Guevara puisse en profiter pour la victoire. Voilà, c'est pas une association des Lucha Brothers et de Inner Circle, hein, c'est juste Pentagon Junior qui vient un petit peu faire son travail, ce qu'il veut. Et du coup, voilà. Suite à ça, Sammy Guevara gagne le match et s'en va. Et Evil Uno et le groupe Dark Order arrivent du côté de la rampe. Evil Uno qui a un micro et qui fait un petit peu une promo pour dire à Christopher Daniels voilà, que ses coéquipiers ne le considèrent pas à sa juste valeur. Et que voilà, suite à ses 15 ans de carrière, il mériterait quand même beaucoup plus. Et qu'il devrait rejoindre le Dark Order pour être quelqu'un de meilleur, tout ça. Christopher Daniels, bien sûr, hein, sans étonnement, n'accepte pas la proposition. Il se fait très rapidement tabasser par le Dark Order.
jusqu'à l'arrivée de ses camarades du SCU, donc voilà, Frankie Kazarian et Scorpio Sky, et ensuite il y a même les Young Bucks, voilà, qui viennent faire aussi le sauvetage, donc voilà, c'est logique par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, c'était la semaine dernière il me semble, je ne sais plus, où voilà, le Dark Order avait fini le show en détruisant tout le monde, dont voilà, donc c'était SCU et les Young Bucks, bah du coup c'était le show d'avant Noël, il me semble, voilà. Donc du coup c'était une suite logique et voilà les Heels prennent la fuite suite à l'intervention des Young Bucks et du SCU au complet. Voilà, pas grand chose à dire de plus, c'est très logique par rapport à ce qui s'est passé bah, les derniers événements qui se sont passés autour du Dark Order. Mais voilà, ça m'a vraiment étonné Pentagon Junior, j'ai vraiment pas compris ce qu'il foutait là. Donc c'est voilà, je sais pas je sais pas du tout pourquoi. Voilà. Et ensuite un match très intéressant, c'est les Lucha Brothers qui viennent, donc du coup Pentagon Junior qui était reparti, qui est revenu, accompagné de son frère Phoenix, Rey Phoenix, qui viennent affronter Cody et Dustin Rhodes, donc du coup voilà les Brotherhood, comme ils se font appeler l'équipe, accompagné de Arn Anderson qui est désormais un petit peu le manager officiel de Cody, on va dire. Du coup voilà, un match par équipe qui s'avérait très très sympathique et je le dis, j'espère que voilà, vu que personne de toute façon regarde mes vidéos, je peux le dire en étant un peu libre d'esprit, quelque chose qui va sans doute étonner pour ceux qui m'entendent à ce niveau-là, c'est que j'ai beaucoup apprécié Cody sur ce match. Voilà, j'ai vraiment apprécié son catch, son personnage, j'ai trouvé qu'il n'en faisait pas des caisses et c'était très très sympathique à voir, un très très bon match par équipe que je vous invite d'ailleurs à aller voir. C'est une victoire des Brotherhood, pardon, de Dustin Rhodes et de Cody, suite à une finish de Dustin Rhodes, pardon, sur Rey Fenix. Donc du coup voilà, il a porté son Final Cut, il me semble que c'est le nom de la prise. Du coup voilà, c'était un match que je vous invite vraiment à aller voir. Un petit peu étonné quand même de la défaite des Lucha Brothers, mais pourquoi pas, hein, c'est quand même un très très bon match qui m'a finalement bien plu. Voilà, je sais pas si c'est mon match préféré de la soirée, mais en tout cas c'est un très très bon match que je vous invite à aller voir. Voilà, suite à ce match, il y a Tony Schiavone toujours. Dès qu'il y a Cody, il y a Tony Schiavone. Bah, ça rime d'ailleurs. Voilà, il vient interviewer Cody pour lui demander sa réponse suite à la proposition de MJF de l'affronter à Révolution. Mais Arn Anderson parle à la place de Cody et lui dit voilà, il faut attendre notre réponse et voilà, on en reparlera plus tard. C'est pas le moment. Voilà, en gros, c'est ça ce qui se passe. Voilà. Pas grand chose à dire de plus, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié Cody. Je tiens à le dire que voilà, c'est vraiment pas un catcheur en soi que je déteste, c'est vraiment le personnage qu'il met en avant depuis qu'il a la W qui me fait chier. Voilà, concrètement, sans prendre de pincettes. On retrouve à l'extérieur du ring et surtout dans la zone d'interview dans les vestiaires, c'est Alex Marvez, l'intervieweur officiel, on va dire, qui est aussi au commentaire, qui interviewe Lenny Poffo. Voilà, ça m'a fait rire. J'ai pensé à Norbert Feuillant et Rabbi Mentor, ça peut leur faire plaisir de voir Lenny Poffo à la W. Voilà, c'est très sympathique. Je rappelle que cette semaine, on a un petit peu une dédicace au catch de Memphis, parce qu'il me semble qu'ils sont d'ailleurs à Memphis, donc voilà, du coup, on a invité plein de légendes du catch de Memphis, dans le catch des années 70 à peu près, 70-80. Voilà, des grandes légendes que vous connaissez sans doute tous. Je vous invite d'ailleurs à voir qui est dans ce show, ça peut être sympa. Voilà, on a MJF qui débarque sur le ring, toujours accompagné de Wardlow, son manager garde du corps. Voilà, qui trash talk un petit peu Cody. Je vais pas un petit peu vous faire la récap hein, de ce qui s'est passé, disons mot par mot. Mais du coup voilà, il vient un petit peu trash talk Cody et lui dire que voilà, finalement Cody va pas venir, tout ça parce que c'est un fils de la plage, comme dirait Christophe Ajus. Voilà, donc Cody c'est un fils de la plage et du coup il va pas venir parce que c'est un lâche et tout ça et tout ça. Mais qui c'est qui vient? C'est DDP, voilà, DDP qui vient, il fait un petit peu sa promo pour son DDP Yoga, forcément, il faut quand même faire sa promo, le business is business, mais voilà, il dit qu'il est content d'être en direct sur TNT, donc du coup voilà, c'est la chaîne où il y avait WCW à l'époque, pour ceux qui ne le savent pas, donc du coup voilà, ça fait un petit peu bizarre à DDP d'être ici, ça lui fait surtout très très plaisir, mais à ce moment-là, il y a les The Butcher and the Blade, le boucher et la lab, toujours accompagnés du lapin de Bunny, Ali, qui font leur entrée et qui viennent un petit peu soutenir MJF, parce que là ils sont un petit peu, apparemment dans l'histoire en tout cas, un petit peu les sous-fifs, ou en tout cas alliés à MJF, donc du coup ils viennent un petit peu foutre la pression à DDP, mais ça n'empêche pas DDP de venir porter son cutter sur les deux membres par équipe, donc du coup la lame et le boucher. Ensuite il essaie d'enchaîner sur
sur MJF, son cutter, mais malheureusement, il est très vite interrompu par Wardlow, qui l'arrête dans son élan, et MJF en profite pour le foutre un petit coup de pied dans les buburnes. Voilà, donc du coup, MJF et Wardlow s'enfuient suite à l'intervention de Quincy Marshall et de Dustin Rhodes. Voilà, Cody qui n'est pas venu pour le coup. Et voilà, les Faces viennent un petit peu soutenir DDP dans cette épreuve du fait qu'il n'aura plus d'enfants. Déjà vu son âge avancé, je pense que voilà, c'est pas pour tout de suite. Mais pour le coup, suite au fait qu'il n'ait plus de bourse, ça va être presque impossible. Voilà, j'étais très étonné, surtout de la fin de segment, où on voit DDP et les Faces du coup partir dans le public pour un petit peu célébrer avec la foule. J'ai pas compris, tu viens de me dire, attends, tu viens de te prendre un coup de pied dans les bourses, et ce que tu fais toi après, c'est aller célébrer avec la foule. Je comprends pas le sens de cette méthode. Voilà, et surtout la non-intervention de Cody. Je sais pas du tout si c'est fait exprès pour nous dire oui, Cody a peut-être du mal à venir voir MJF pour un petit peu le faire face, ou alors si juste ils veulent éviter la confrontation en ne mettant pas Cody, quitte à être illogique, on va dire. Voilà, donc du coup, c'est une intervention ici, c'est une fin de segment très très sympa. On enchaîne avec un match par équipe entre les Jurassic Express et les Best Friends, Orange Cassidy, Trent et Chucky T, bien sûr. J'allais oublier son nom, j'allais l'appeler Chuck Taylor, mais presque, c'est pas ça. C'est Chucky T. Match par équipe qui m'a un petit peu étonné, c'est des Faces contre des Faces 3 contre 3, et c'est un match qui s'avère très sympathique. Voilà, je peux pas m'attarder plus que ça. Orange Cassidy, toujours l'un des mecs les plus populaires actuellement. J'ai l'impression que la popularité de Luchasaurus par contre descend un petit peu, malheureusement on va dire. Mais voilà, ça s'avère un match très très cool, victoire des Jurassic Express. Voilà, avec un Hurricane Rana enchaîné avec un tombé sur Chucky T. Voilà, tout le monde reste fort sauf Chucky T, comme dirait Sturi. On annonce les matchs pour la semaine prochaine. Ça va être un show un petit peu spécial, c'est un show AEW Bash to the Beach. Voilà, c'est juste pour faire une sorte de petite thématique, hein, mais ça reste un dynamite tout à fait classique. Du coup, voilà, avec une très belle présentation, on annonce un pack contre un Darby Allin qui ça va avérer sans doute super super cool. Hikaru Shida et Chris Statlander contre le Nightmare Collective, donc j'imagine que ça va être Awesome Kong et Melanie Cruz. MJF et The Butcher and the Blade contre DDP, Dustin Rhodes et Quincy Marshall. Ça par contre j'avoue que j'attends pas grand chose parce que du côté des Faces c'est un petit peu vieillissant, il va y avoir que Dustin Rhodes qui va m'intéresser malheureusement, mais ça va quand même mettre bien en avant MJF. Et ça va enfin continuer un petit peu la rivalité entre MJF et Cody qui est un petit peu suspendu dans le temps. Voilà, on a le segment final qui est en soi une sorte de main event à lui tout seul. C'est l'annonce de Jon Moxley. Est-ce qu'il va rejoindre ou non le Inner Circle? Chris Jericho arrive sur le ring avec toute sa clique, en tout cas avec Sammy Guevara et Jack Hager. J'allais l'appeler Jack Swagger, mais non, c'est Jack Hager. Du coup voilà, ils arrivent tous les trois avec un beau ring hein, qui est présenté avec voilà, une petite table avec des bouteilles de bubbly juste à côté, et Jon Moxley qui arrive. Chris Jericho en profite pour faire l'annonce, voilà, l'annonceur en présentant Jon Moxley comme le mec le plus incroyable, le plus fou, et son ami qui est Jon Moxley. Voilà, du coup voilà, il arrive, il parle, je vais pas vous faire tout ce qu'il a dit, mais en gros voilà, il trash talk un petit peu Elvis Presley parce que c'est son anniversaire aujourd'hui, enfin en tout cas l'anniversaire qu'il aurait dû avoir parce qu'il est décédé, je le rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant. Du coup voilà, il est trash talk un petit peu, ça fait rire tout le monde, toujours aussi divertissant avec un micro, Chris Jericho. Et du coup, Jon Moxley finit par dire qu'il rejoint le Inner Circle. Voilà, très très étonnant. On était tous un petit peu sur le cul. Mais bien sûr, on savait très bien que ça allait venir derrière une trahison. Et ça a été le cas, tout simplement. Donc voilà, ça n'a pas trop bien marché. Ils ont essayé d'un petit peu rallonger le segment pour qu'on croie au bout d'un moment que Jon Moxley avait vraiment rejoint l'Inner Circle. Mais bon, on s'attendait tous à cette trahison. Voilà, on savait pas si ça allait se faire tout de suite ou plus tard, mais on savait que voilà, Jon Moxley n'allait pas s'associer avec Chris Jericho. Du coup voilà, les quatre protagonistes sur le ring célèbrent avec des bouteilles de champagne, ils font péter le champagne, ils boivent, ils sont trop contents. Jon Moxley dit attends, j'ai oublié un truc, la Ford GT. Donc du coup voilà, il récupère les clés de la magnifique voiture Ford GT que Chris Jericho avait un petit peu teasé la semaine dernière. Et voilà, du coup ils récupèrent les clés, ils sont contents, ils continuent à célébrer.
Et du coup là il commence à partir, Jack Hager et Sammy Guevara partent du ring, et du coup John Moxley en profite pour dire attends, j'ai oublié encore un autre truc. Et là il explose une bouteille de bubbly sans doute sur la tête de Chris Jericho avant de porter sa finish. Voilà, sous les ovations du public. Sammy Guevara qui se précipite sur le ring, se prend aussi la finish, et Jack Hager arrive, et John Moxley a réussi à prendre la fuite avant de se confronter au gros Jack Hager. Voilà, donc du coup, John Moxley qui a réussi à partir en prenant l'avantage sur le Inner Circle, en les trollant un petit peu. La rivalité entre Chris Jericho et John Moxley qui continue et qui est bien menée. Du coup, voilà. C'est Révolution, le prochain pay-per-view qui va avoir lieu. Donc j'imagine qu'on va avoir un John Moxley contre Chris Jericho, un contre un pour le titre de la AEW. Et personnellement, voilà, je fais un petit peu mes pronos tout de suite, mais voilà, je suis pratiquement sûr que John Moxley va repartir avec le titre. Et ça va être très très sympathique. Voilà, le show s'arrête ici avec John Moxley qui a pris la fuite après avoir mis 2 membres de Inner Circle à terre, et après avoir réussi à prendre la fuite devant Jack Hager, qui est toujours quelqu'un auquel on n'a pas envie de se confronter. Et voilà, un show que j'ai plutôt bien apprécié, du bon catch. Les segments qui ont eu lieu étaient très sympathiques. J'ai juste un problème avec cette continuité autour de MJF et de Cody, que je ne comprends pas. Et surtout, l'incompréhension de la soirée pour moi, c'est Pentagon Junior qui vient distraire Christopher Daniels dans son match solo. Je sais pas pourquoi. Voilà, très étonnant. Sinon, c'est un show qui était plutôt sympathique à voir. On s'arrête ici, je vais pas vous prendre plus de votre temps, j'ai pris plus de 20 minutes désormais, et peut-être même plus, si vous avez regardé la vidéo NXT, j'espère en tout cas. N'hésitez pas à partager votre avis sur le show, ce que vous avez ressenti, ce que vous pensez de ce show, ce que vous voulez voir peut-être dans l'avenir. Soyez toujours fiers d'être fan de catch, comme je dis souvent, et partagez toujours votre avis, même si ça fait pas longtemps que vous êtes fan de catch, c'est très important aussi, c'est comme ça qu'on se forge un aspect critique, et surtout qu'on apprend, c'est en posant des questions et en partageant sa passion. On se dit à la prochaine, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour un W Power, peut-être pour un pack, peut-être pour un autre show, peut-être qu'on va parler de Hard to Kill, clin d'œil très accentué. Voilà, à plus, bisous.